garde au cœur. Radio Libertaire, la Fédération anarchiste. C'est Thierry encore, c'est le gamin de service qui m'a fait les alliés et Colibet. Le meilleur fou, c'est moi. Oui. Vous êtes sur Radio Libertaire, oui, c'est une émission qui déménage, une radio qui déménage surtout à Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, mais avec Thierry. De Blue en Liberté, vous savez, cette émission mythique qui dure depuis la création pratiquement de la radio, tous les mercredis, sur donc Radio Libertaire, voilà. C'est l'émission Arracaille, qui sera consacrée aujourd'hui à l'art informel. Et que vous pourrez retrouver évidemment toujours sur le blog de l'émission www.arracaille.fr. Voilà. Une émission qui est aussi un regard en marge sur l'art, une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Ça, c'est pour notre aspect militant, c'est encore Thierry. Voilà. Une petite citation de notre camarade Stirner. La révolution veut changer les institutions. La révolte consiste à refuser de se laisser gouverner par des institutions. Autrement dit, il vaut mieux la révolte ou les révoltes qu'une révolution qui, évidemment, va remplacer des institutions par d'autres institutions. Voilà, et on sera toujours Grosjean comme devant, avant comme après. Bon! Une émission, je l'ai dit, consacrée à l'art informel, à Jean Fautrier, qui est évidemment le précurseur de cet art informel, avec son comparse Dubuffet. Voilà, Piquécou vous parlera évidemment de la peinture de Fautrier, et puis le Zozo qui vous parlera de sa sculpture, ainsi que de celle de Jean Dubuffet et de la peinture de Jean Dubuffet. Voilà, en gros, comment va se dérouler cette émission. Voilà, bonjour tout le monde. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. On m'a dit, fais des chansons comme si... On m'a dit, fais des chansons comme ça, mais que surtout ça ne parle jamais de choses vraies, tellement vulgaires. Comprenez-vous, entre nous, chers amis, la réalité faut un peu l'arranger. La réalité, vous savez, comme c'est bien souvent dégueulasse. Non, dans une chanson, pour faire des ronds, il faut créer des images illusions pour faire avaler à nous pauvres couillons notre ennui quotidien. Viens mon amour, ma joie, sur la colline aux senteurs orientales, on va sûrement rencontrer Jésus-Christ dans un caleçon à fleur de Monoprix. Il aura sa plus belle auréole en plastique à dentelle mécanique. Rien jamais sur notre quotidien, sur toutes les choses qui font que l'on est bien manipulé, bien conditionné par une bande de requins. Rien de changé depuis la communale, où pendant des années on bourre le crâne aux enfants à grands coups de programme pour qu'ils soient bien dressés. Rien de changé dans les usines, la gueule des mecs de l'équipe de nuit
le soleil se lève, exténué, abruti. Les petites fleurs, les petits oiseaux, les petites filles de français moyens, les grosses bagnoles et les belles motos, pour super viriliser nos minets. Belle fille heureuse dans son corps, grâce au tampon hygiénique, ce qui ne fuit pas. Rien de changé depuis l'Algérie, sinon que maintenant il est permis d'en parler et de gagner des sous avec des milliers de cadavres. Rien de changé depuis un tabassage à la matraque un 14 juillet pour avoir osé chanter et danser quand c'était interdit. Rien de changé depuis qu'un soir j'ai pissé sur ma télé, tellement c'était chouette. Et bien sûr toute l'électricité m'est passée dans la quéquette. Bonsoir téléspectateurs, ce soir sur la deuxième chaîne couleur, dans notre série que la vie est belle, notre grande enquête sur les Mirabelles. Et puis avant d'aller au dodo, championnat du monde de rotoplo. Rien de changé pour la fille de 13 ans, avec ses petits seins et son visage d'enfant, qui accouche terrorisé dans les chiottes du lycée. Comme dirait un copain à moi, un peu fou, même complètement fou. Qu'est-ce qu'on attend pour tout arrêter, tout casser et recommencer? Alors moi, vous comprenez, les violons, la guimauve, les flonflons, je trouve ça tellement anachronique que ça me donne la colique. Je sais bien qu'une chanson, c'est pas tout à fait la révolution, mais dire les choses c'est déjà mieux que rien. Et si chacun faisait la sienne dans son coin, comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur. C'était François Béranger qui interprétait Manifeste. Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans paix, mes chers auditeurs. Voilà, racaille qui va vous causer tout de suite de la culture du mensonge, voyez-vous, c'est un rapport avec cette chanson. La culture du mensonge par Aurélie Filippetti. Ah. Non, mais vous vous en doutiez, chers électrices et lecteurs, non, que Ça fait tellement de semaines qu'on n'avait pas de ces nouvelles. Ouais, de la Filippetti. Grosse colère d'Aurélie Filippetti, vendredi, après l'interview dans Le Monde de Frédéric Mitterrand, dit Fredo, qui annonçait son départ de France Inter et accusait la ministre d'être revenue en septembre 2013 auprès du camarade Jean-Luc Hess, le patron de Radio France, pour qu'il ne l'embauche pas, voyez-vous, chers auditrices, auditeurs, voilà. Dans un communiqué, la Filippetti a aussitôt répliqué qu'elle n'était jamais intervenue, ni sur le choix des personnes, ni sur le contenu des programmes. Voilà. Et qu'il était donc pour le moins savoureux de lire
quelle serait à l'origine du départ de Fredo de France Inter et de la fin de son émission? Non mais, c'est pas beau tout ça? Bon. Or, écoutez bien, chers auditrices, auditeurs. Or, le 11 septembre 2013, après un écho paru dans le Canard, racontant les interventions de l'Aurélie auprès de S, celle-ci avait confirmé qu'elle avait téléphoné au patron de Radio France, simplement pour avoir confirmation de l'arrivée de Mitterrand. Non mais, écoutez, hein. Bon, et pour lui dire qu'elle trouvait à titre personnel son arrivée d'une rare inélégance. La question est, que pose le célèbre palmipède dont je m'inspire, et son départ, c'était quoi? C'était élégant, inélégant, c'était fortuit, c'était manigancé. Qu'est-ce donc tout ce bousbire, une fois de plus, au crédit de l'Aurélie? Hein? Alors on lui pose la question, on attend la réponse, là, dans la matinée, pendant le cours de l'émission. On pense que son cabinet va nous téléphoner, au moins, pour nous dire, confirmer, infirmer, les propos que nous tenons en ce moment. Inspirés, je le répète, par un palmipède très connu par ailleurs et même par ici. Bon, voilà, on n'en finira pas, hein. Puisque en même temps, le nouveau patron de France Inter, Aurélie Petit, n'y est pas tout à fait étrangère, n'est-ce pas, camarade culture ministre? Hein? Bon, allez. Je repasse la parole à ma camarade Pigirou, je vais parler de beaucoup de choses sérieuses. Comme toujours, évidemment, c'est une personne sérieuse qui parle de choses sérieuses et qui ne rit que quand c'est sérieux. Alors moi, j'ai un billet que j'ai intitulé « Le marchand de sable est passé ». Voyez-vous combien c'est sérieux? Mais impossible de s'endormir après le visionnage d'un doc de Denis de Lestrac, un doc qui s'appelle « Le sable, enquête sur une disparition ». Un doc que l'on pouvait voir sur YouTube et sur Arte, qui sera programmé encore une fois sur Arte, je crois, la semaine prochaine. Par contre, malheureusement, je voulais mettre le lien de la vidéo YouTube sur le blog et je me suis aperçue hier que la vidéo avait été retirée. Ça devait déranger les marchands de sable. Non, c'est droit d'auteur, je crois, du Canada. Ah d'accord. Voilà, donc il faut passer par Arte, la VOD, donc c'est déjà plus compliqué et il faut payer. C'est dommage. Donc, si l'eau est une ressource que l'on qualifie d'or bleu, le sable est une matière première dont on ne parle pratiquement jamais, si ce n'est en pensant aux vacances à la mer, aux rires des enfants et des constructions de châteaux que la marée montante avale petit à petit. Des vacances à la mer que nos petits-enfants ne connaîtront peut-être pas si les industriels continuent à s'approprier le sable du monde entier, ressource que l'on imaginait gratuite et inépuisable. Un géologue le qualifie de héros invisible de notre époque. Le sable est partout, sous diverses formes, dans la fabrication du verre, dans les lessives, les détergents, les aliments déshydratés, les lacs pour cheveux, les cosmétiques, les dentifrices, les ordinateurs, dans les microprocesseurs des cartes mémoire, les peintures et bien évidemment dans la construction, secteur qui en consomme le plus. Le béton, matériau dominant, est fabriqué à partir de 2 tiers de sable, 1 tiers de ciment. À titre d'exemple, une centrale nucléaire en utilise 12 millions de tonnes et 15 milliards de tonnes sont utilisées chaque année dans le monde. L'industrie du granulat se porte à merveille et les marchands de sable aussi. Les carrières de sable et de gravier sont vides, il faut donc trouver d'autres modes d'approvisionnement. Les industriels se tournent vers les fonds marins et les rivières et leur outil, la drague, un paquebot immense qui, équipé de bras de succion, va prélever de grosses quantités de sable dans les fonds marins. Donc ce dock nous embarque à Dubaï, qui étend son territoire en construisant sur la mer des îles artificielles ou qui construit sur ses côtes des tours gigantesques. Et quand le sable vient à manquer dans ses propres fonds marins, Dubaï va l'importer d'Australie. Singapour étend aussi son territoire sur la mer. À Mumbai, ce sont les constructions d'immeubles qui puisent les réserves. Une véritable mafia du sable gère l'extraction, la main-d'œuvre humaine, l'administration, la police et ne lésine pas sur les moyens employés pour s'enrichir grassement. Ces immeubles ne seront même pas habités par la population trop pauvre, ils resteront à moitié vides et un placement spéculatif. Au Maroc, le sable est volé à 40% sur les plages. L'extraction dans les fonds marins a plusieurs conséquences graves. Les animaux et les plantes sont aspirés,
les organismes vivants éliminés, qui sont la base de la chaîne alimentaire. Ce sont les réserves de poissons qui sont menacées et les revenus de la pêche traditionnelle. Autre conséquence, les effets catastrophiques sur les plages et les îles qui disparaissent. Le sable des plages glisse pour combler les cavités créées par l'extraction dans les fonds marins. Et la montée du niveau de la mer prévue va se rajouter à ces conséquences. Et ce sont 100 millions de personnes qui vont voir leur lieu de vie englouti. À Miami Beach, ce sont 9 plages sur 10 menacées de disparition. Des maisons les pieds dans l'eau risquent de voir leurs fondations s'écrouler. Et c'est l'économie des régions touristiques qui trinque. Le remblayage, efficace, 1 an ou 2, n'est pas une solution puisqu'il accélère le glissement des plages. Donc les hommes construisent au bord de la mer pour profiter d'un habitat privilégié et par leur construction, ils détruisent le paysage pour lequel ils sont là. Il faut des milliers d'années pour fabriquer du sable, le granit des montagnes s'effrite, les grains sont transportés par les rivières, les fleuves et arrivent sur le littoral. Les barrages de plus en plus nombreux dans le monde bloquent le sable dans les rivières. Il est impossible de contrôler les océans. En France, il y a des mobilisations d'élus et de marins pêcheurs bretons également dans les Côtes d'Armor. Voilà, donc après, le doc parlait d'alternatives possibles comme construire des maisons en paille ou des bâtiments à partir d'acier recyclé, que les gravats sont également recyclables et que le verre récupéré peut à nouveau être retransformé en sable. Donc c'est dommage qu'il soit plus en ligne parce que c'était un doc vraiment intéressant qui m'a foutu un blues d'enfer pendant le reste de la matinée, mais vraiment bien fait. Oui, moi j'ai pas trop de comment dirais-je d'état d'âme pour ce qui concerne les plages. Je trouve ça tellement con d'aller se dorer les fesses sur les plages pendant l'été. Voilà, c'est pas les plages de jadis où il y avait tous les petits enfants, etc., qui jouaient dans le sable. Maintenant, c'est les parents qui jouent à se faire griller la couenne. Mais par contre, pour la disparition d'habitats humains, oui, là, ça devient grave, surtout des îles du Pacifique, etc., ou de l'Atlantique, ou de l'océan Indien qui disparaissent sous l'eau. Ouais, on voyait dans les Maldives, on voyait effectivement la population locale qui, elle, trinque, essayait de mettre des tôles pour arrêter cette côte qui s'emballait complètement, quoi. C'est dérisoire. Donc c'est quand même malgré tout les plus pauvres qui trinquent le plus. Oui, mais trinqueront aussi les plus riches parce que ça les épargne pas non plus, parce que la Louisiane, on peut pas dire que ce soit un pays pauvre, ou la Floride, mais eux, ils vont trinquer aussi leur plage, et comme ils ont la folie de construire des maisons tout au bord de la mer, sur les plages, etc., ou à la lisière des plages, eh ben, ils vont le payer assez cher, je crois. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. On avait le cœur
mais c'était quand même beau. C'était Michel Jonas, Les vacances au bord de la mer. Oui, qui fleure bon les vacances d'antan, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait autre chose aujourd'hui. Je me souviens toujours, je m'en souviendrai en tout cas longtemps, je revenais du Gers en voiture et puis on avait eu la bonne idée de passer par les plages du Languedoc-Roussillon. Alors la plage, c'est des plages interminables. Il y avait la voie ferrée. Donc il restait il y avait la plage, la route et la voie ferrée. Voilà, c'était à peu près ça le schéma. Et alors des multitudes de gens, mais des multitudes allongées sur le sable, ça filait un blues d'enfer. À moi, mais pas forcément à tout le monde, puisque tous les gens qui sont dans le métro à Paris, en tout cas, puis probablement à Lyon, à Marseille, on les retrouve là, quoi, voilà, dans le métro au bord de la mer. Tout de suite, on va laisser la parole à notre camarade Pichichu, cette chère Pichichu, pour un texte un texte de Francis Ponge qui cause de Fautrier, un des artistes dont on va évoquer l'œuvre aujourd'hui. Voilà, un magnifique texte de Francis Ponge. Écoutez-le bien parce que il explique d'une certaine manière l'artiste tel qu'il devrait être, tel qu'était Fautrier, mais tel qu'il devrait être en général. À mon avis, c'est la condition sine qua non. Cet artiste évoqué par Fautrier pourrait en être vraiment un. Oui, c'est un texte qui est extrait d'un livre qui s'appelle « Nouvelles notes sur Fautrier, crayonnées hâtivement ». Voilà, aux éditions Gallimard. Donc c'est Francis Ponge qui fait référence à la peinture Les otages de Jean Fautrier. Fautrier était à nos côtés, debout, maigre et tordu en torche comme une flamme, toujours naturellement alimentée, souvent à son paroxysme. Mais ce qui est admirable, c'est qu'il laisse une série d'œuvres parfaitement circonscrites, bouclées dans leur perfection, où n'apparaît aucun désordre, mais au contraire, une sorte de grâce, obtenue Dieu sait comment, qui manque fort souvent aux œuvres composées sans passion, ou qui s'y accompagnent alors de mièvrerie, ce qui n'est jamais le cas des siennes. La magnification, la grandeur y sont, au contraire, toujours manifestes. Une torche aux cheveux plaqués sur les tempes et qui vous regardait d'un œil indien. Une torche perpétuellement alimentée par la bêtise et l'incompréhension ambiante et dont la passion passait par les mains. Une torche aux mains adroites, précautionneuses, aux gestes soigneux et magistraux, qui travaillait debout et peignant à plat, terminait à plat, saisi d'un vif sentiment de sa supériorité, des œuvres souvent inscrites dans un ovale allongé. Depuis le 21 juillet, je m'en rends chaque jour mieux compte, Fautrier se tenait, debout à nos côtés, comme notre flamme. Il nous en tenait lieu. Grâce à sa présence, nous pouvions nous dispenser de trop de passion. En quelque façon, il flambait et se sacrifiait à notre place. Ses ressources d'ardeur étaient inépuisables et inattendues. On était toujours surpris, mais toujours heureux de le voir brûler si avidement. Lui jetait-on une brassée de quoi que ce soit et le voici qui flambait. Et l'on était bien sûr qu'il avait raison de dévorer ainsi tout cela, de l'anéantir, de le dissiper. Quel que fût l'objet de son ardeur, il flambait. Peut-être n'avait-il aucune raison de brûler quoi que ce soit, peut-être son ardeur était-elle sans objet, mais il flambait. Ces bonzes qui s'arrosaient de pétrole à Saigon et flambaient comme des motocyclettes abandonnées au carrefour, voilà Fautrier. En l'honneur de quoi, en faveur de quoi? Mais de rien, par protestation, par mépris, par enthousiasme, par jeu, par mépris. La vie est un camailleux d'oxydation, depuis les plus lentes jusqu'aux plus rapides, et à la plus rapide de toutes, le feu, il y faut toute cette gamme. Qu'une flamme y soit nécessaire, nul doute. Pourquoi?
pour attirer le regard, pour attirer quelqu'un, mais aussi bien pour vous-même, pour brûler quelques déchets qui encombreraient vos tuyaux de vie, pour nettoyer, faire place nette, aspirer, réamorcer la vie. Certains, nous en connaissons comme le soleil rayonnait, dans le jour même à midi. Par mimétisme, on se fend alors jusqu'aux oreilles, vos yeux scintillent, on éclate de rire ou de joie, et qu'en reste-t-il? Des grimaces. Fautrier, non, ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'une flamme, d'une torche, d'un feu maigre, tordu, vertical, d'un sacrifice, de la tragique nécessité du feu, indispensable. Il rend notre nuit plus sombre, tragique et utile à la fois. Ouf. Non, mais enfin, vous retrouverez évidemment ce texte sur le blog de l'émission, www.arakai.fr. Et pour ma part, quand j'ai lu ce texte que m'a soumis Piquet, ça m'a vraiment claqué la gueule, parce que je pense que c'est ça, l'artiste, c'est ça, l'art, c'est une passion, ça brûle, tout ce qui est ce qui est pour le cas de la majorité, malheureusement, des rapinos qui ne pensent que à négocier un prix raisonnable pour leur barbouillage. Voilà. On en a eu un exemple ces jours-ci en allant faire un tour pour voir une copine au marché, au Gémac, à la Bastoche. Voilà. Une copine qui a perdu des thunes, évidemment, comme pratiquement tous les rapinos qui n'ont pas les moyens de se mettre dans les pavillons de luxe du début de l'expo. Voilà. Et on a vu vraiment des merdes, mais à la chaîne. Voilà. Maintenant, il y a aussi, c'est envahi par les bijoutiers, par les fabricants de chapeaux, etc., etc. Il y avait même des stands qui étaient vides. Donc, voilà, les artistes commencent peut-être à comprendre que, ou alors ils sont tellement fauchés que bon, ils peuvent pas faire autrement que de comprendre que c'est un enculage profond d'un mec qui se fait de la thune au détriment de leur misère. Voilà. Enfin bon, c'est pas encore gagné, hein. Mais en tout cas, la passion, à part, oui, on a rencontré avec Picuco un artiste que je connaissais depuis Montparnasse. Qui s'appelle Christophe, oui, voilà, un artiste muet. Non, il est muet, il peut parler, mais il parle très très peu. Pour lui en sortir un mot, il faut vraiment s'y accrocher, quoi. Mais là, voilà, c'était le seul qui pouvait correspondre au portrait que Francis Ponche brosse de Fautrier. Et lui, c'était en sculpture. Par contre, c'est pas en peinture, mais Fautrier aussi a fait de la sculpture, on vous en parlera. Mais des magnifiques pièces, voilà, avec des vieux bois retravaillés. Voilà, il fait de la récup, mais ça se voit pas que c'est de la récup, parce que c'est du bois, c'est des ferrailles rouillées, mais qu'il associe au bois. Et c'est vraiment magnifique, voilà. Le seul qui brûlait sur je sais plus combien de barbouilleurs et de modeleurs et de fabricants de petites choses, voilà, soi-disant artistiques. Bon. On se croirait, je sais pas moi, place du Tertre, ou encore à place du Tertre, il y a des trucs qui tiennent plus le coup que dans ce marché, soi-disant contemporain. Où je ricane, c'est quand ils disent contemporain. Je pense aux artistes qui se réclament de la mouvance contemporaine, ils doivent être jaunes. Voilà, j'arrête ma langue de pute ici, parce que bon, vous aurez compris, je suis pas vraiment d'accord avec ce qui se passe en ce moment dans le milieu de l'art. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vivait, qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, faut qu'il fait le délicat, faut qu'il songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira, par deux fois et l'un chancelle, l'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel est le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. C'était La Tordue qui interprétait ce poème d'Aragon, La Rose et le Réséda. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub. Arracaille, voilà, qui cause aujourd'hui dans le poste de la RFEBL, et de Jean Dubuffet, et de Fautrier, et là, le zozo s'y colle avec la sculpture de Jean Fautrier et de Jean Dubuffet. Voyez-vous? Bon. Alors soyez attentifs quand même, hein. C'est pas parce que je bafouille parfois qu'il faut avoir l'oreille distraite. Au contraire, faut vous concentrer. C'est pas comme avec Piquet-Cou, là, ça coule comme une eau de la fontaine de Jouvence. Avec moi, c'est un petit peu plus. Bref, Fautrier, Dubuffet, des gens qui ont mis en route, qui ont en tout cas fait vivre l'art informel, avec les hautes pattes, d'une part, tous les deux en ont fait. Le titre d'ailleurs hautes pattes, enfin le nom de baptême de cette nouvelle technique, les hautes pattes, a été trouvé par Dubuffet, une appellation qui m'a fait grossement, bref, pendant longtemps, chier, si on peut dire, mais pardonnez ma vulgarité, hein. Bon, c'est ça, les enfants du peuple. Bon, ils sont pas toujours mal polis, remarquez, mais moi j'y suis par contre. Voilà. J'ai sous les yeux, évidemment, un gros catalogue de Pompidou de Dubuffet. Fautrier, lui, n'a fait que 22 sculptures. La dernière, c'était un grand otage. Voilà, c'était ce titre, je pense, de ces sculptures. Mais 22, voyez-vous. Il s'est arrêté en 1943, je crois, de sculpter. Et une sculpture assez, comment on pourrait dire, il y a certaines de Dubuffet qui pourraient le rappeler comme Oberon du 15 juin août 60, c'est du papier mâché, voyez-vous, ou alors Vieillard éploré en septembre 54, du mâche-fer.
ou de l'éponge, vous voyez. Alors Fautrier ne travaillait pas ni l'éponge, ni le mâche-fer, ni le papier mâché. Il modelait, je pense, plutôt, et puis après c'était des bronzes qui étaient coulés en bronze. Mais enfin, ces silhouettes avaient un aspect quand même assez rustique, assez torturé, il a fait aussi des portraits. Je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 otages dedans, portraits d'otages, qui ressemblent un peu à ces hautes pattes. Enfin, c'était une sculpture assez minimaliste, en tout cas, qui est pas du tout dans la flamboyance ou dans vous voyez, dans le tarabiscotage. C'est assez brutal. Voilà, et ça, on peut considérer que ce sont des sculptures aussi informelles comme leur peinture. Fautrier toujours aussi flamboyant, si vous voulez, même dans le minimal ou dans le minima. Et puis à côté, nous avons Dubuffet qui lui, par contre, est plus flamboyant dans sa peinture, dans ses hautes pattes. Mais j'en parlerai plus tard. Oui, là, c'est simplement ces sculptures qui sont pas très nombreuses non plus. Dubuffet, on peut pas dire que ce soit un sculpteur avéré. Il faisait surtout de la récup, je vous dis, avec des bois flottés qu'il retravaillait, avec des débris d'automobiles. Enfin bon, vous voyez, c'est un César avant l'heure. Mais des débris calcinés, torturés, mâchés. Il faisait pas dans l'assemblage. Il prenait un morceau d'automobile complètement transformé par un accident, par un incendie, etc. Il le prenait et il l'intitulait, il lui donnait un nom, et voilà, il mettait sur un socle. Et c'était une sculpture. C'est toujours un peu ce qu'a fait Dubuffet dans son œuvre. Fautrier, c'était plus élaboré. Ça venait plutôt de la tête que les jambes, alors que Dubuffet, c'était plutôt un mélange. Parfois, il se laissait complètement aller en s'inspirant, en trouvant dans un accident de la nature, voilà, dans un matériau comme le mâche-fer ou des choses comme ça. Il travaillait pas le mâche-fer, il trouvait un morceau de mâche-fer, et voilà, il disait ça c'est Savonarole, ou ça c'est le commandeur, voyez-vous, parce que l'un a un bras tendu, l'autre plié, comme une statue de commandeur. Voilà, il rajoutait peut-être il grignotait peut-être dans la surface des yeux, et encore c'est pas sûr. Voilà, il avait ce don de découvrir des formes qui pouvaient ressembler à des formes humaines, voilà, ou animales. Voilà. Alors que Fautrier, non. Le Fautrier, lui, sa sculpture, même si minimaliste qu'elle soit, ou si rare, c'était vraiment une sculpture, je crois, pensée, une sculpture pensée, mais pensée ça poussait dans le sens du minimum de façonnage pour en tirer le maximum d'expression. Voilà, c'est ça, Fautrier. Tu t'as l'air de foncer les sourcils. Non, ce que je pensais, c'est qu'en fait, je vois le livre que tu as et les sculptures que tu as sous les yeux de Dubuffet. En fait, elles sont très difficiles à trouver en reproduction sur Internet. On voit surtout la dernière partie de ces sculptures, toutes ces œuvres en rouge et bleu, là, avec du noir. Et c'est vrai que ce travail-là, en sculpture, on y a moins accès. Moins accès, oui, parce que ce qu'évoque pour vous Piquet-Cou, c'est le cycle de l'Ourloupe, vous voyez, qu'il y a dans sa fondation à Périgny-sur-Yerres, là, voilà. C'est des sculptures qui étaient faites dans le polystyrène, et puis qui étaient, alors là, il y en a une foultitude, évidemment. Vous verrez, si vous allez dans sa fondation, il y a une espèce d'immense hall, où en bas du hall, il y a une foultitude de sculptures qui représentent une scène. Enfin, j'ai plus en tête les noms de baptême, parce que avec Dubuffet, c'était toujours des noms un peu tarabiscotés, voilà. Non, il a fait une foule de sculptures en polystyrène. Oui, ça, je l'exclus un peu, parce que c'est vers la fin de sa vie, vers la fin de son œuvre, et c'est vraiment très élaboré. Alors là, c'est hyper intellectualisé, alors que là, moi, je suis plus proche de l'art brut, enfin, tel qu'il s'exprime dans ses premières sculptures, avec du mâche-fer, avec
des carcasses d'automobiles pourries, etc., que dans l'élaboration de ce cycle de sculpture ou de forme, en tout cas, voilà, dans le polystyrène. C'est un matériau d'abord que j'aborde. Je trouve qu'il est vraiment, c'est léger, c'est un contact physique avec qui est vraiment déplaisant. Et je me demande si c'est pas ça qui a accéléré son temps de vie, qui a mis fin à sa vie, parce qu'à la fin de sa vie, il pouvait plus respirer. Il avait une machine pour respirer, etc. Il était complètement. Et il a dû tellement s'engouffrer dans les poumons parce que vous savez, pour travailler le polystyrène, il faut travailler avec un fil d'acier chauffé, ou un fil de laiton chauffé plutôt, et ça dégage une certaine fumée nauséabonde et à mon avis particulièrement nocive. Il a dû s'en pomper vraiment des quantités colossales, et ce qui explique peut-être sa faim, quoi. Voilà. Dubuffet, il a donné vraiment là-dedans tout ce qui lui restait. Et voilà, et ça a accéléré peut-être le moment où il l'a glissé. Mais oui. Non, c'est bon. Voilà, donc Fautrier, lui, par contre, il a toujours travaillé qu'avec des matériaux naturels, sans risque de se polluer les éponges ou le sang. Voilà. Dubuffet, il travaillait l'éponge. Ne voyez là aucun rapport, quoique des éponges mitées à la nicotine, ça doit ressembler à certaines de ces sculptures en mâche-fer ou en éponge, justement. Voilà, pour la sculpture, faire tout un article sur Fautrier sur la sculpture, c'est très difficile parce qu'il y en a très peu. Il y a très peu de texte dessus. Au musée d'art moderne, c'est en réfection, donc on peut pas les voir. Ouais. Là, on a un concours de circonstances. On voulait parler de Fautrier parce que c'est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Vous voyez, de la manière dont on parle Ponge. Mais bon, on n'avait pas beaucoup de matière pour travailler vraiment, quoi. Voilà. Tandis que Dubuffet, évidemment, lui, c'est au contraire, c'est l'explosion. Il y en a partout de ces nanars, donc on peut en causer plus facilement. Ouais, quoi que je te dis, cette partie de sculpture, elle est très difficile à trouver. Je cherchais des petits films à mettre en ligne. Et en fait, sur ces sculptures un peu de couleur marron, avec des formes atypiques, j'ai rien trouvé. Pas de représentation. D'accord, c'est curieux ça. Oui, mais c'est pas la partie de Dubuffet qui est la plus connue. Donc voilà. Donc la pause musicale, je vais passer donc surtout quittez pas vos postes de radio. C'est Dubuffet aimait la musique expérimentale. Il a fait des petits morceaux de musique. Donc là je vais passer 1 minute d'un morceau qu'il a expérimenté. C'est particulier donc. Oui, et puis 1 minute suffit largement. Voilà, donc c'était un morceau qui s'appelle Musique brute side B. Le morceau normalement fait 20 minutes. Hein. Et il y avait le side A. Il y a d'autres morceaux qu'on peut trouver. Après, si on veut vraiment tout écouter sur Internet, on écrit Jean Dubuffet musique expérimentale et on arrive à voir l'intégrale de ce qu'il a fait. Oui, mais le reste c'était pas vraiment audible, quoi. Et le petit morceau qu'on a écouté ici, voilà, il est pas si mal que ça. Bon, c'est à moi, là ? Non, c'est à moi. Donc, moi, je vais parler de Jean Fautrier, la peinture de Jean Fautrier. Donc, ce Jean Fautrier, 1898-1964. Donc, c'est le peintre, donc, comme tu le disais, de l'art informel et de la haute pâte.
Et je vais parler particulièrement de sa série des otages. Donc sa série des otages, c'est une 50aine d'œuvres de petit format qu'il a réalisées entre 1943 et 1945. Donc pour écrire ce billet, je me suis inspirée d'un petit film que j'ai trouvé sur le site de l'INA, Fautrier l'enragé. Alors ce titre vient d'un livre de Jean Paulhan. Jean Paulhan et Fautrier étaient amis. Donc dans ce doc, on les voit tous les deux en train de discuter sur l'art informel. Et comme tu le disais, malheureusement, on n'a pas pu se rendre au musée d'art moderne pour aller voir la salle qui lui est consacrée. Il va falloir attendre le 30 juin. Donc je cite Jean Fautrier, « Il y avait l'art figuratif. Je pense que tout le monde en a fait, mais à partir de l'invention de la photographie, voulez-vous me dire à quoi sert cet art? Il est toujours en dessous de la photo, il n'a plus aucun sens, on ne peut plus s'exprimer avec la figuration, alors il fallait bien chercher ailleurs. L'art informel, inventer un art nouveau, où la figuration elle-même était si peu représentée que ce n'était qu'une illusion. C'est un art qui n'est pas embrigadé dans une école droite, chacun a sa vision et chacun peut l'exprimer comme il veut. C'est un art de métamorphose. Aucune forme d'art ne peut donner d'émotion s'il ne s'y mêle une part de réel, si infime qu'elle soit. Elle est la clé de l'œuvre. » Donc l'art informel apparaît après la Seconde Guerre mondiale et selon certains philosophes, les horreurs liées donc à cette guerre sont telles qu'il n'est plus possible de représenter la figure humaine. L'histoire de ce travail sur les otages, donc Jean Fautrier est arrêté par la Gestapo en 1943, puis il est relâché. Il se réfugie dans une clinique d'aliénés de la banlieue de Paris et il entend les Allemands torturer des prisonniers et se livrer à des exécutions sommaires dans les bois environnants. Donc il tire de ces atrocités une série de petits panneaux qu'il appelle otages. Et pour Fautrier, témoigner de son émotion profonde face à la barbarie passe par cette matière épaisse qu'il triture, qu'il laboure et qu'il colore. Donc il travaille sur des papiers marouflés sur toile, sur lesquels il appose un enduit épais à base de blanc d'Espagne et de colle. Cette pâte ne recouvre pas la totalité de la surface du support, elle va déterminer un champ de travail sur lequel il applique d'autres couches de pâte qu'il travaille ensuite à la spatule. Puis il ajoute des poudres de couleur, puis il va retravailler les contours, les formes avec un pinceau. Donc les otages sont représentés par ces formes arrondies, claires, ce sont dans des tons rosés ou beige, sur un fond plus sombre, et le visage est suggéré par l'arrondi et cerné par un trait noir. C'est l'épaisseur de la pâte évoque donc des visages déformés, un nez cassé, des yeux gonflés, des blessures. Ce sont des portraits de face ou de profil. Une étrange pâte est fort déplaisante à regarder. Ce qui forme tant de vapeur et de poudroiement, les plus subtils peut-être mais les plus violents qu'on ait jamais vus dans un tableau, ce sont d'épais grumeaux aplatis, un badigeon de phare, tout un sabrage de craie grasse. L'on découvre que Fautrier s'est fabriqué une matière à lui, qui tient de l'aquarelle et de la fresque, de la détrempe et de la gouache, où le pastel broyé se mêle à l'huile, à l'encre et à l'essence. Le tout s'applique à la hâte sur un papier gras qu'on enduit colle à la toile. L'ambiguïté, en quelque sorte, y quitte le sujet, elle se fait peinture. Voilà ce qu'écrit Jean Paulhan à propos du travail de Fautrier. Et en 1954, donc Fautrier poursuit son travail sur la matière à travers une série de tableaux, dont celle intitulée « Tête de partisan ». Oui, voilà. Jean Fautrier, il faut le noter quand même, qui avait horreur de s'attarder sur un tableau, sur ce qu'on appelle un tableau, quoi, son travail. Il disait que la peinture l'ennuyait à un certain point. Il aimait sa peinture, c'était une des seules peintures qu'il supportait, avec quelques rares artistes aussi qu'il supportait. Je ne citerai pas de nom, pour pas faire de peine aux autres, mais voilà, c'était quelqu'un, il mettait 1 heure, 2 heures, 3 heures sur une peinture et c'était terminé. Il fallait pas qu'il passe, il passait pas des mois ou des années sur une peinture. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu en photo, hélas, qu'on espère voir à partir du 30 juin au musée d'art moderne, c'est assez impressionnant de simplicité, mais de force aussi. Voilà, on en prend plein la gueule. Et des tout petits formats, des formats... pour que vous compreniez, je vais pas vous donner des... je crois que c'est 25-30. Voilà, c'est ça, à peu près. 25-37, ouais. C'est à peu près ça, les formats. Vraiment de petits formats. Mais ouais. Il y en a d'autres qui font des trucs de 10 mètres sur 5, voilà, pour se faire remarquer. Fautrier, lui, s'est fait remarquer avec ses tout petits formats.
surtout remarqué par des confrères, évidemment, ou par des écrivains comme Paulan ou comme Ponge, pas par le grand public, malheureusement. Il n'a pas eu un succès foudroyant grand public, parce que ça s'adressait pas au grand public, ça s'adressait évidemment à des gens concernés par les horreurs de la guerre ou concernés par les recherches d'un plasticien qui mettait en quelque sorte sur le marché, pour parler comme nos contemporains, qui mettait sur le marché une technique nouvelle, une technique qui était depuis, qui fait les beaux jours maintenant des fabricants de pâtes de toutes sortes, qu'on peut appliquer sur une toile et qui sont des pâtes pérennes, qui sont des pâtes qui vont pas se casser la gueule parce que c'est fait avec des matériaux inertes, voilà. Mais il a fait école, parce que vous retrouvez maintenant évidemment plein d'artistes qui travaillent en haute pâte, dont notre camarade du buffet dont je vous causerai plus tard. Voilà, et dans le petit film, on le voit un petit peu travailler. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il est habillé comme à la ville, quoi. Ah ouais, ouais, mais ça c'est le propre des peintres de cette. Ça reprend maintenant, parce que des gens comme Kunz, ils sont jamais en bleu de travail et plein de taches. Hein. C'est pas du tout Haïm Soutine avec son bleu de chauffe dans son atelier pourri avec ses carcasses qui puaient la charogne. Non. Les artistes contemporains sont des gens très clean, sur eux en tout cas. Mais ce petit doc, il a un côté désuet et complètement attachant, qu'on a l'impression que ce qui s'est passé là, en fait, ça n'existe plus. Ces discussions d'intellectuels posés, réfléchis, bien habillés. Et qui sont pas dans la surenchère verbale et qui se contredisent même, mais tout ça d'une manière calme, sans vraiment sans éclat, quoi, voilà. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent resigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come.
men will come from the shadows. C'était Leonard Cohen, le partisan. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, pour une émission sur l'art informel et cette magnifique chanson de Leonard Cohen, une chanson pour tous les justes du monde. Voilà. Et tout de suite, je pense que c'est Piquet-Coup qui va... Non, c'est toi. Ah merde, c'est toi, encore moi, mais effectivement, j'arrête pas, mais enfin bon. Mais je suis vraiment le Ouest de cette émission, moi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, Madame Pichot? Bon, c'est encore moi sur la peinture de Dubuffet. Sur la peinture du Dubuffet, oui. Dubuffet, bon, les hautes pâtes. Les hautes pâtes de Dubuffet. Alors, il était un peu opportuniste, Dubuffet, je dois dire, parce que... il a allègrement... comment dirais-je, récupérer, si vous voulez, les travaux de Fautrier, en tout cas dans leur esprit. Il n'a pas pompé Fautrier, il a pompé, si vous voulez, il a profité des trouvailles de Fautrier, comme celles qui concernent la haute pâte, d'abord pour lui donner un nom, qui pouvait revendiquer que c'était lui l'initiateur de la chose, et puis il a travaillé, il a fait ça aussi un peu, même beaucoup avec notre camarade Chessac, qu'il a littéralement pompé. Enfin bon, c'était quand même quelqu'un comme Picasso qui pompait que les meilleurs, quoi. On peut dire, il y en a eu deux. Il y a eu Picasso, c'est le grand patron, qui disait à propos de ses pompages qu'il pompait que les meilleurs. Et puis il y a le fiston putatif, en tout cas, Dubuffet, qui pompait aussi les meilleurs. Enfin le meilleur, oui, les meilleurs en la personne de Fautrier et de Chessac, voilà. Mais enfin, j'ai sous les yeux évidemment son catalogue avec Madame Mouche en mai 1940. Non, celle-là, c'est pas une haute pâte, mais ça pourrait. C'est archétype, oui, de 45. Vous voyez, 45, 43, c'est pas très loin. Haute pâte sur toile de 100. Alors lui, c'était tout le contraire de Fautrier. Fautrier, il faisait des trucs qui faisaient 20 cm sur 15 ou sur 30, bref. Ses plus grands formats, ça devait être 20 sur 30 ou 30 sur 20. Tandis que Dubuffet, lui, faisait plutôt dans les mètres, quoi, voilà. Mais en tout cas, ça ressemble pas du tout à Fautrier. La technique est de Fautrier, mais lui, c'est vraiment sur des toiles. Là, j'en ai une. Alors, c'est un fond brun, un gris brun, on pourrait dire. Ça a dû être fait sur un fond blanc, évidemment. Il a passé un fond gris brun, je veux dire, une espèce de pâte grise brune. Et là-dedans, il a tracé, si vous voulez, son dessin avec la hampe de son pinceau, probablement l'extrémité de la hampe de son pinceau, ce qui fait que la représentation finale, c'est comme un graffiti, vous voyez, blanc sur ce fond, une jolie pâte. Enfin bon, voilà, c'est la technique de Dubuffet. Il l'a employé à plusieurs reprises, vous voyez, et c'est ce qu'il appelait lui des hautes pâtes qui m'ont gavé pendant des années, parce que je me demandais ce que ça voulait dire. Je me doutais bien que c'était des épaisseurs dans lesquelles il gravait, comme Madame Coquette, là, en septembre 45, ou Portrait Cambouis en décembre 48. Mais tout ça, c'est, je vous dis, avec des fonds bruns, rouges, noirs, oui, c'est ça. Et puis il gratte. Alors il gratte sur un fond déjà de couleur, donc ça fait un trait coloré. Ou alors il retrouve le blanc de la toile et ça fait un tracé plus clair. Voilà. C'était la technique de Dubuffet. Il a amélioré, si vous voulez, la technique de Fautrier en quelque sorte. Il en a fait autre chose, mais c'est le destin, si vous voulez, de tous ceux qui trouvent, et ils sont pompés, ils sont repris par des suiveurs qui en font une œuvre quand même personnelle, voilà, comme Touring Club de février 46 de Dubuffet. Voilà, on sent que là il commence à perfectionner la technique de la haute pâte, vous voyez, parce que la voiture, c'est une voiture évidemment, et une voiture de cette époque-là, vous voyez, c'est une Packard, je sais pas quoi, enfin bon, bref, je sais pas trop connais pas trop les marques de voitures, mais cette silhouette me dit quelque chose. J'ai dû poser mon cul dedans, oui, pas en 46, mais plus tard, voilà.
Et la voiture, il a peint la voiture d'une couleur différente du fond. Le fond est vraiment presque noir, et la voiture est dans les ocres ou les terres de sienne, une terre d'ombre, peut-être rouge, un peu rouge. Et puis il a gratté dedans, évidemment, jusqu'au blanc de la toile, la silhouette de la voiture et des personnages. Vous voyez, voilà, mais c'est pas, moi je lui reproche pas du tout de s'être approprié cette technique, puisqu'il en a fait vraiment une œuvre originale très différente de Ponche, quoi. De Fautrier. Voilà, ça c'est notre camarade Dubuffet et toutes ces bras. Tu parles aussi des fois de peinture à la colle, là. Oui, il fait aussi de la peinture à la colle. On a une copine qui travaille à la colle, notre copine Agnès, qui est déjà venue ici. Elle fait plutôt des paysages, et elle m'avait dit qu'elle peignait, c'est de la peinture à la colle. Elle m'avait expliqué ce que c'était, j'ai complètement oublié. Enfin, je suppose qu'on la fout de la colle avec des pigments au lieu d'avoir je sais pas, enfin bon. Mais je vois pas non plus, il faudrait qu'on m'explique l'intérêt de la peinture à la colle. Autant je capte tout de suite l'intérêt de la haute pâte, que j'ai pratiqué un peu sans savoir que c'était la haute pâte d'ailleurs, mais que j'ai pratiqué moi avec des matériaux, comme je l'expliquais tout à l'heure, de matériaux modernes qu'on achète dans toutes les grandes surfaces consacrées au matériel pour les artistes. Voyez-vous, c'est dans des seaux de plusieurs kilos, et puis on étale sur une toile ou n'importe quel support, on met une couche de ces apprêts, et puis après on les colore, on les grave, on les modèle, on fait tout ce qu'on veut avec, quoi. Ça fait quasiment des bas-reliefs sur des toiles. C'est le principe de la haute pâte, en tout cas. Moi je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais bon, voilà. Alors Dubuffet a lui a incorporé à sa peinture des granulats, des trucs, du sable, enfin plein de choses comme ça. Voilà, avant que les marchands s'emparent de la technique et en fassent commerce. Voyez-vous, un commerce prospère, je dois dire d'ailleurs. Dans les grandes surfaces consacrées au matériel artistique, il y en a des rayons entiers. Voyez-vous. Voilà, merci à Fautrier, merci à comment dirais-je, à Dubuffet pour cette exploration de l'art informel qui a permis évidemment de créer des œuvres et qui sont pour la plupart au Guggenheim Muséum ou alors au MoMA ou alors voilà, ce sont les amis, parce que Dubuffet en France il n'était pas tellement recherché, mais par contre aux États-Unis beaucoup, dans tous les autres pays du monde sauf en France. Voilà, comme d'habitude souvent les artistes qui ont quelque chose à dire. Parce que Dubuffet était quelqu'un aussi d'assez atypique politiquement, il n'était pas du tout dans le conservatisme, etc. Il était un peu comme Lorjou, on pourrait dire un libertaire, voilà, qui se le disait pas forcément, mais qui l'était dans la réalité par les actions qu'il menait, aussi bien sur le plan artistique qu'autre, on pourrait dire. Voilà, je pense que j'ai fait un peu. C'est toujours trop bref, parce qu'il faudrait. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une salle et puis que je vienne avec un Dubuffet sous le bras et que je vous montre, ou pas un Dubuffet, mais qu'on puisse, en tout cas avec la technique qu'il employait, vous démontrer combien ça peut être intéressant même pour des enfants. Moi, j'ai travaillé avec des enfants sur on dirait maintenant des problématiques, sur des joujoux comme ça, voilà. Et les enfants adorent. La colle au pinceau, faut que ça colle, car si ça ne colle pas, la fiche s'envolera. La colle au pinceau, c'est une école. Si tu n'es qu'un sot, tu n'en as qu'un sot, et pas de pinceau. Coller des affiches, c'est un métier de riche, car il ne faut pas être chiche. Mais de la farine, jamais de lésine, car nous on n'est pas des cuistots. Mais si tu en mets trop, c'est de la pâte à gâteau. Si t'en mets pas assez, c'est de la pâte à beignet. Et si tu vois trop grand, c'est de la pâte à croissant. Si tu vois trop petit, de la pâte à spaghetti. En somme, il faut ce qu'il faut. Et pas assez ni trop, que ça colle pas au seau, mais que ça colle au pinceau. La colle au pinceau, faut que ça colle. Car si ça ne colle pas, la fiche s'envolera. La colle au pinceau, c'est une école. Si tu n'es qu'un sot, tu n'auras qu'un sot, et pas de pinceau. Les mots qu'on imprime sont toujours sublimes. Oh non, ce n'est pas de la frime. Mais les mots s'envolent, il faut de la colle. Ou s'il n'y est pas des mots.
car à peine décollé, l'affiche est envolée. Et tout ce qu'il y a dessus, c'est perdu, c'est fichu. Le papier va par terre et les paroles en l'air. Tout ce qui était promis, c'est tombé dans l'oubli. Décollé, déchiré, piétiné, balayé, tout ça pour des grumeaux dans la colle au pinceau. La colle au pinceau, faut que ça colle. Car si ça ne colle pas, le monde s'écroulera. La colle au pinceau, c'est un symbole. C'est comme un flambeau, c'est comme un rameau, c'est comme un drapeau. La colle au pinceau, y'a rien de plus beau que la colle, que la colle, que la colle, que la colle, que la colle au pinceau. La colle au pinceau, pinceau. C'était les frères Jacques, la colle au pinceau. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, Saint-Dieu sans mettre sans pub, à Racaille, avec notre camarade Piquet-Cou à la régie. J'ai oublié de le dire cette fois-ci. D'habitude, j'ai fait sa promo, mais là, bon. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai des oublis comme ça, voilà. De toute façon, Piquet-Cou à la régie, oh la vache, ça devient de plus en plus grave. Et puis aussi, comme vous l'avez pu le remarquer, à la programmation musicale, qui est toujours au top. Et puis aussi au billet doux, voilà, qui va vous causer tout de suite dans le poste des exploits à ne pas manquer. Je rappelle le blog de l'émission www.aracaille.fr. Voilà, les expos à pas manquer. Alors, si on veut rester proche de notre papier d'aujourd'hui, donc attendre le 30 juin pour aller au musée d'art moderne, voir cette salle Jean Fautrier. Sinon, alors par rapport à Dubuffet, donc il y a la fondation Jean Dubuffet. Il y a deux fondations. Il y a celle de Périgny-sur-Yerres. Alors Périgny-sur-Yerres, c'est apparemment, il faut prendre le RER jusqu'à Boissy-Saint-Léger et après un bus. Donc il y a moyen quand même d'y arriver autrement qu'en bagnole. Donc la fondation conserve plus de 1000 œuvres, peintures, sculptures, maquettes d'architecture, gouaches, dessins et estampes, qui représentent un très important panorama du travail de l'artiste, offrant au public un remarquable complément à sa donation faite en 1967 au Musée des Arts Décoratifs. C'est à Périgny-sur-Yerres que les collections sont regroupées, conservées ou exposées. Dans les anciens ateliers de sculpture où travaillait l'équipe d'assistants de Dubuffet, se trouvent rassemblées les maquettes d'architecture, tandis que les peintures sont exposées dans les salles d'un bâtiment spécialement construit à cet effet. Et il y a la Fondation Jean Dubuffet à Paris, qui est 137 rue de Sèvres, au métro du Roc. 6 dans un hôtel particulier, la Fondation Dubuffet à Paris est un lieu d'exposition permanente ainsi qu'un centre d'histoire et d'études dont l'objectif est la conservation et l'exploitation des archives personnelles de l'artiste, à partir desquelles se développent toutes ses activités. Oui, alors je suis allé à plusieurs reprises à Périgny-sur-Yerres. Par contre, je suis pas allé à Paris, et à Périgny, je veux dire, c'est une balade sympa. C'est dans un immense domaine, voilà. Vous avez donc non seulement ce dont vient d'évoquer Piquet-Cou, là, mais vous avez aussi évidemment sa construction en blanc et qui trône au milieu de d'autres constructions du même type, et à l'intérieur de laquelle il y a exposé des œuvres en polystyrène aussi. Enfin bon, c'est assez voilà, c'est la partie que j'aime le moins, évidemment, parce que j'arrive pas à je trouve que tout ça c'est froid, c'est le contraire du Dubuffet, si on peut dire, d'avant, quoi, qui faisait des choses qui étaient vraiment chaudes, sensuelles, etc. Là, c'est vraiment la froideur du concept intellectuel, mais ça a plus de tripes, quoi. Pour moi, en tout cas, hein. Bon, faut pas non plus, je sais pas, un modèle d'exactitude ou d'impartialité. Ouais, et puis on peut redire un mot donc de Christophe dans les expos, comme on l'a croisé au GEMAC. Donc donner son site internet. Son site internet, c'est Christophe, alors tout attaché, christopheartsculpture.com. Et art au pluriel. Hein. Ouais, je mettrai un lien. En fait, je crois que art et le S de sculpture, c'est le même. Je crois que je me suis trompée. Oui, c'est ça. Je crois que c'est la même chose. Là-dessus. Oui. C'est un site qui est très bien fait. On voit toutes ces séries de travaux, que ce soit sur le bestiaire, sur les hommes, sur les oiseaux. Enfin, oui, hein, toutes ces œuvres. Il y a un nombre vraiment impressionnant de sculptures. Bon, si vous le croisez par hasard, n'essayez pas de l'interviewer, hein, parce que ça marchera pas. Nous, on l'a invité à venir dans l'émission. On a à peu près aucune chance de le voir un jour parce que il parle pas. Et puis on en a d'autres comme ça. Ceux qui arrivent, ce sont les bavards, mais ceux qui parlent pas, ils viennent pas. Voilà, on en a un, on l'attend depuis 4-5 ans, mais bon, peut-être qu'un jour il viendra. Il parle un tout petit peu plus quand même.
Voilà, c'était Christophe, mais là, c'est vraiment quelqu'un de passionnant. Bon, on a fait le tour, Madame Piquet-Tio. Voilà, Bon. tu peux parler des œuvres. Bon, je vais vous causer des œuvres, hein, ça tombe bien, parce que j'ai quand même plus de choses à dire sur les œuvres. Alors, d'abord, les éditions du Monde Libertaire, l'anarchie. Alors là, c'est l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre, disait Élisée Reclus. Mais l'ordre que l'on nous impose est loin d'être de cette nature. L'ordre public, c'est l'ordre brutal, mis au service du pouvoir, quel qu'il soit. Autrement dit, les institutions dont parlait Stirner dans la première citation. Il faut être cohérent. L'ordre n'est pas réellement au service des citoyens. Non, mais pas réellement, il pourrait dire pas du tout. Mais sert essentiellement à les encadrer, les surveiller, les contrôler. L'ordre, c'est le bon plaisir du souverain. Jadis de celui qui gouverne, de nos jours... souvent jadis, et aujourd'hui de celui qui nous gouverne, qui est aussi un souverain d'ailleurs. Au-delà, l'ordre ne représente pas uniquement la volonté du prince, mais des caprices du moment. Comme ces caprices du moment plutôt, voilà. Une certitude, lorsqu'une société fonctionne en bon ordre, elle perd les moyens de contester, de se soulever, même lorsque le poids des interdits devient insupportable, comme c'est le cas. Chers camarades auditrices, auditeurs, le cas aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, hein, voilà. Et puis qu'on a un souverain aussi, c'est comment dirais-je, le mou du genou, là, qui a au palais de l'Élysée. Et puis, un président d'une république laïque, voilà, et soi-disant républicaine, c'est autre chose, on peut en causer, qui loge dans un palais, qu'ont occupé des gens avant lui, qui n'étaient pas vraiment des républicains, on peut pas dire, il y a de la continuité dans la discontinuité. Voilà, alors c'est une œuvre qui est dans la collection Graines d'ananas. Merde, l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Oui, je sais pas si c'est le titre, j'ai zappé, enfin bon. Vous le retrouverez si vous allez sur le site des éditions du Monde Libertaire. C'est 5 € dans la collection Graines d'ananas et les auteurs sont Ronald Krieg et Franck Thiriot. Voilà. Pour les éditions du Monde Libertaire, évidemment. Puis vous avez aussi le Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, qui paraît toutes les semaines, qui est en dépôt de presse à la librairie Publico, ainsi que ses petits camarades du hors-série et du quinzomadaire, voilà. Le Monde Libertaire qui vous cause toutes les semaines, à travers des écrits fort passionnants de ce qui se passe dans le monde, de propos aussi de choses écrites par des anarchistes ou sur des anarchistes, et puis aussi de plumes qui sont sympathisantes de notre mouvement et qui s'expriment sur l'écologie, sur des tas de sujets qui vous préoccupent, qui nous préoccupent en ce moment, avec des brèves, avec évidemment tous les événements que la librairie Publico ou d'autres lieux anarchistes de Paris ou de province mettent à votre disposition assez régulièrement. Voilà, il y a tout, la librairie Publico, il y a la librairie, il y a bref, bon, je vais pas tartiner parce que je vais dire encore des bêtises. Je devrais avoir sous les yeux toujours les choses appropriées pour pouvoir en parler, mais bon, je fais trop confiance à ma mémoire qui parfois est gravement défaillante. Enfin, le Monde Libertaire, avec aussi des cartoons passionnants, aussi quelques émissions de radio, voilà, choisies, je sais pas très bien comment, mais qui apparaissent aussi dans la page avant la troisième de couverture interne, là, voilà. Il y a une colonne là avec les quelques émissions de radio libertaire, intéressantes évidemment, c'est pas, voilà. Et puis aussi vous informer que vous pouvez vous y abonner au Monde Libertaire. C'est la meilleure manière de soutenir un journal, c'est de s'y abonner, voilà, et vous pouvez le faire ceci à la librairie Publico, mais pas qu'au Monde Libertaire, aussi à ces petits copains là, du hors-série et du quinzomadaire, gratuit, voilà, vous pouvez voir tout ça à la librairie du Monde Publico avec notre camarade permanent Laurent, le magnifique,
voilà, qui vous informera sur toutes ces petites choses-là, ces petites choses qui peuvent être grandes. Vous pouvez aussi souscrire à un plan de financement pour le monde libertaire, laisser des thunes, des dons, voilà, pourquoi pas. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui aimait ce journal et qui pensait qu'il est important de le soutenir, voilà. Vous savez qu'on peut le soutenir surtout en le lisant, évidemment, en l'achetant, mais aussi en lui refilant de la trésorerie. Et puis la Librairie Publico, où se font tous ces petits business d'abonnement, que ce soit au Monde Libertaire et au hors-série et au quinzomadaire, mais aussi à Radio Libertaire, en pouvant y retirer, vous savez, cette carte d'auditeur à 20 €. Voilà, la Librairie Publico, où il y a aussi une souscription, évidemment. Vous pouvez faire partie des Amis de Radio Libertaire, l'association. La Librairie du Monde Libertaire, qui propose des livres, brochures et des textes sur l'anarchisme et le mouvement libertaire, écrits des théoriciens, penseurs et militants d'hier, et d'aujourd'hui d'ailleurs. De l'Association internationale des travailleurs à l'Espagne révolutionnaire de 1936, ou de ceux et celles qui, aujourd'hui, continuent le combat libertaire. Écrits et ouvrages sur les révolutions, dont la Commune de Paris de 1871, de l'Espagne de 36, de la Révolution russe de 1917, qui n'était pas qu'une révolution de communistes, mais qui était aussi une révolution où les anarchistes russes étaient vraiment présents. Ils ont été après exterminés par Staline, mais comme beaucoup d'autres. Voilà, et puis celle française de 1789 et 1848, voilà. Le mouvement ouvrier, l'économie, le syndicalisme, l'antifascisme, le féminisme, le situationnisme et le marxisme anti-autoritaire, les médias, la prison, l'écologie, mais aussi les littératures prolétariennes, générales, érotiques, d'anticipation ou encore des romans noirs. Ce sont plus de 5000 titres qui sont disponibles. La librairie propose également une sélection de CD, DVD. La vache. La presse libertaire est bien sûr disponible, ainsi que les infos militantes. Et dans la presse libertaire, il y a un magazine consacré à l'art qui s'appelle Un artiste à l'art contemporain. Vous pouvez le voir dans le rayonnage à droite en rentrant, après le petit bureau de Laurent. Il a toute la littérature de presse, enfin alternative, dont celle qui est libertaire. La Librairie du Monde Libertaire, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Je dirais que c'est surtout aussi un lieu de rencontre et d'échange qui vous propose régulièrement des débats, des projections, des expositions. Alors vous pouvez les contacter téléphoniquement, mais moi je vous conseille plutôt d'y aller, de bouger vos petites fesses et d'y aller en autobus, en métro, en vélo, mais pas en auto, parce que là l'auto pour les garer, tiens, pof, alors c'est les prunes en vue. Voilà, ça serait ridicule de dépenser de l'argent, de donner de l'argent au keuf pour pouvoir poser vos fesses à Publico. Le téléphone c'est 01 48 05 34 08, voilà. Et notre camarade Laurent sera toujours très heureux de vous accueillir. Et puis la radio libertaire, celle que vous écoutez en ce moment, l'émission à Racaille, pas en écoutant évidemment l'émission à Racaille, Radio Libertaire, qui est la radio de la Fédération anarchiste, qui émet depuis Paris et diffuse aussi sur Internet, c'est-à-dire le monde entier, sur http://écoutez.radio-libertaire.org. Et vous pouvez, vous tapez sur le net, vous tapez sur n'importe quel, je sais pas quel truc vous êtes, Google, Yahoo, machin, combien, vous tapez Radio Libertaire et vous avez toutes les infos que vous voulez, la grille des émissions, toutes ces choses-là, voilà. Comme je le rappelais précédemment, vous pouvez soutenir cette radio en prenant votre carte d'auditeur à la Librairie Publico, ça vous coûtera 20 €. Vous pouvez aussi souscrire un plan pour leur enfiler de la thune régulièrement, ou devenir un ami de Radio Libertaire en participant à l'association des amis de Radio Libertaire. Voilà. C'est parce que vous comprenez que c'est une radio qui ne fonctionne pas avec des pédaliers de vélo ou à vapeur, mais qui fonctionne aujourd'hui avec des outils très sophistiqués qui coûtent la peau des burnes et pour lequel on doit assurer une maintenance quasi permanente qu'assure un de nos camarades, ingénieur du son, bénévolement, qui est sur le tas 24 heures sur 24.
il faut lui quand même rendre à César qui est à César. Voilà, c'est le cas avec ce camarade de la FA. Voilà, puis il y a des petites mains aussi, il y a des gens, vous voyez, qui nettoient les studios, qui s'occupent de renouveler le PQ, de renouveler toutes ces choses-là. Voilà, pour les gens qui ont besoin d'aller aux toilettes. Bon, je vous parle de choses assez triviales, mais quand même, c'est comme ça la vie. Hein. Bon, et tout ça, ça coûte. Alors bon, il y a déjà des gens de la radio qui vont de leur poche, parce que pour faire une émission, c'est pas toujours gratuit, évidemment. Nous-mêmes, nous bougeons les fesses pour aller en province, etc., etc. Et c'est à nos frais, voyez-vous. Bon, mais on s'en plaint pas, hein. On le fait parce qu'on aime ce travail, qu'on aime cette radio et qu'on veut qu'elle vive le mieux possible. Voilà. Mais si vous voulez l'aider, bah vous pouvez, hein, vous êtes les bienvenus. De toute façon, votre argent sera pas dépensé. Il payera pas nos billets de train. Non, il payera pas nos billets de train, ni nos cigares. ni notre alcool à 45 degrés. Enfin bon, voilà, toutes les choses, tous les plaisirs de la vie, quoi. C'est pour nos gueules, c'est pas vous qui payerez. Vous, votre argent servira uniquement, si vous voulez, à permettre à cette radio de se maintenir d'une manière audible sur les ondes. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour du tour. Quelque chose à ajouter, Dominique? Non? Il y a rien sur rien? Non, pour la semaine prochaine, tu veux oui, ou pas? Par exemple. Donc, la semaine prochaine, normalement, on a une invitée qui s'appelle Monique Raymond, celle qui exposait donc au GEMAC le week-end dernier, qui va venir nous parler gravure. C'est une technicienne qui utilise plusieurs techniques, qui va venir nous expliquer un peu son travail. Voilà, c'est ça. Donc ça serait une émission didactique, voyez-vous. Ce sera pas là, ça sera pas les flamboyances d'aujourd'hui avec fautrier, avec du buffet. Ce sera une praticienne de la gravure qui n'est pas inintéressante et qui saura probablement vous parler de technique et vous donner peut-être l'envie aussi de vous y frotter. Ouais, voilà. Ça serait bien si vous vous y frottiez. Oui, c'est vrai, parce que ça peut être un loisir vraiment passionnant, quoi. Voilà, merci de nous avoir écoutés. C'était la camarade de Pichekou et le camarade de Momo, là, qui étaient là pour vous causer dans le poste aujourd'hui. Voilà, donc moi je vais terminer. Il y avait un petit loupé la semaine dernière avec le clin d'œil de la chanson Gilbert Bécaud, Mes mains. Donc voilà, je pense que là ça va être bon pour cette fois-ci. Donc j'envoie Gilbert Bécaud et après ce sera Laurent qui prendra la relève. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fiel, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère, disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment à la folie d'un amour infini. Elles t'aiment pour la vie. As-tu déjà effacé ce passé qui m'obsède? As-tu déjà oublié que ces mains ont tout donné? Mes mains qui voudraient caresser un jour seront lassées d'attendre ton retour. Mes mains, elles iront te chercher là où tu t'es caché avec un autre amour. Mes mains, méprisant les prières, trembleront de colère et je n'y pourrai rien. Mes mains, pour toujours dans la nuit, emporteront ta vie. Mais puisque tu le sais, reviens et tout comme autrefois, elles frémiront pour toi dans la joie retrouvée. Reviens, ne les repousse pas, ces mains tendues vers toi.